À 3h17, sur la passerelle de veille d'un destroyer de classe Harley-Burke, naviguant à la hanche bâbord arrière du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt, un opérateur sonar s'est figé sur son siège. Une trace ténue venait d'apparaître sur l'écran d'écoute passive. Fréquence basse, intermittente, relèvement 286 degrés, profondeur inconnue. Le golfe d'Oman est saturé de bruits parasites, trafic marchand, relief sous-marin, couches thermiques, échos de moteurs lointains qui rebondissent sous l'eau comme des fantômes. Mais celui-ci avait un rythme. Pas fort, pas rapide, juste assez régulier pour couper le souffle de l'homme pendant une demi-seconde. 37 secondes plus tard, un deuxième contact surgissait au sud-est, puis un troisième. Dans le centre de combat, personne n'a crié, personne n'a paniqué. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un bâtiment de la marine américaine. Mais tout le monde a compris la figure qui se dessinait sur l'écran tactique. 3 contacts immergés, 3 relèvements différents, tous convergeant lentement vers le groupe aéronaval. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre comment on en était arrivé là. Cette nuit-là, le Theodore Roosevelt filait dans les eaux noires du golfe d'Oman sous éclairage restreint, son pont d'envol baigné d'une lueur rouge à peine perceptible sous le ciel nocturne. Autour de lui, ses escorteurs se déployaient comme des ombres d'acier. La mer était calme, trop calme. Aucun projecteur n'était allumé, aucun trafic radio superflu ne traversait les ondes. Chaque appareil arrimé sur le pont reposait sous faible lumière, ailes repliées, équipe d'armement se déplaçant avec prudence entre les points d'ancrage. C'est dans ce silence organisé que le premier écho sonar avait percé la nuit. Une fois les 3 contacts confirmés, le message a circulé instantanément dans tout le réseau du groupe de combat. Sous-marin hostile probable détecté. Le centre d'information de combat du Theodore Roosevelt a reçu l'alerte en quelques secondes. Le porte-avions, lui, n'a pas dévié. C'était la première règle. Ne jamais montrer la peur, ne jamais surréagir, ne jamais donner à l'adversaire la preuve que son ombre a modifié la trajectoire. Mais dans toute la formation, le bouclier a commencé à se resserrer. Un destroyer a légèrement infléchi sa route vers tribord. Un autre a ajusté sa vitesse pour couvrir l'arrière du porte-avions. Un croiseur, au centre du dispositif, a activé pleinement ses senseurs. Le groupe ne se réveillait pas, il s'aiguisait. À 3h19, le premier contact a changé de vitesse, à peine un demi-nœud, puis stabilisation. Ce détail en disait plus qu'un mouvement brutal n'aurait pu le faire. Une baleine n'ajuste pas sa vitesse en réponse à une formation navale. Une nappe de bruit océanique ne conserve pas un relèvement stable. Ceci était un mouvement contrôlé, humain, militaire. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a pris la parole sur le circuit, la voix plate et froide. Condition 1. Guerre anti-sous-marine. Sur les navires d'escorte, les marins se sont mis en mouvement avec une précision d'exercice. Les équipes sonars sont passées de la surveillance de routine à l'état de prosécution active. Les systèmes de défense anti-torpilles ont été vérifiés, les leurs préparés, les équipages d'hélicoptères réveillés et dirigés vers leur poste de vol. Personne n'avait annoncé le danger à l'équipage. Il se ressentait, tout simplement. À 3h21, l'antenne linéaire remorquée du destroyer a capté une trace plus nette venant du contact nord. Une hélice tournant lentement, une signature possible de sous-marin diesel électrique, discrète mais pas invisible. Le genre de contact qui pouvait correspondre à un sous-marin iranien de faible tonnage, naviguant prudemment sur batterie, cherchant à rester sous la couche thermique et dans le bruit ambiant de la mer. L'estimation de distance est tombée, 32 000 nautiques. À cette allure, un rapprochement vers une zone de tir possible en moins d'une demi-heure. L'officier tactique a répété le chiffre, non par oubli, mais parce que certains chiffres ont un poids. 32 000 nautiques. Temps avant la zone de danger, 26 minutes. Sur le Theodore Roosevelt, le commandant se trouvait déjà dans le centre de direction de combat. L'amiral se tenait derrière l'écran principal, immobile, le regard rivé sur les 3 contacts. Autour de lui, les officiers reconstituaient la géométrie de la menace. Un sous-marin en approche par bâbord, un autre s'orientant vers l'arrière, un troisième plus profond, plus lent, en retrait,
comme un guetteur attendant que les deux premiers forcent le porte-avions à virer. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était un schéma d'embuscade. Les Iraniens n'étaient pas arrivés en force. Ils étaient venus discrètement, patiemment, exploitant l'obscurité, la température de l'eau et la taille même du porte-avions contre lui. Un porte-avions est puissant, mais il est aussi immense. Il ne peut ni se cacher, ni s'arrêter rapidement, ni esquiver comme une vedette. C'est pour cela qu'il ne navigue jamais seul. À 3h23, le premier hélicoptère Seahawk MH-60 Romeo a reçu l'autorisation de décoller. Ses pales ont commencé à tourner sur le pont du destroyer, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, tranchant l'air nocturne. L'équipage portait des lunettes de vision nocturne. L'opérateur senseur chargeait déjà le schéma de recherche sonar initial. L'appareil a décollé dans l'obscurité, virant bas au-dessus de l'eau. En dessous, les trois contacts continuaient de se rapprocher. Alors le destroyer est passé en mode actif. Une impulsion sonar a frappé l'océan noir, s'est propagée plus vite que n'importe quel avertissement, a heurté du métal, s'est dispersé, puis est revenu. Sur l'écran, les traces indistinctes se sont durcies. 1, 2, 3. L'opérateur sonar a regardé l'écran et prononcé avec le calme d'un homme confirmant ce que tout le monde redoutait déjà. Contacts sous-marins multiples confirmés. 3 pistes convergeant vers la formation. Personne, côté américain, n'a ouvert le feu. Personne n'en avait besoin, pas encore. Parce qu'à cet instant précis, l'embuscade avait déjà échoué dans son premier objectif. Les sous-marins n'étaient plus des fantômes, et l'USS Theodore Roosevelt ne se contentait plus de traverser le golfe d'Oman. Elle était traquée. Mais désormais, les traqueurs avaient été repérés. On peut se demander, à ce stade du récit, ce que l'on aurait ressenti soi-même à la place de ce jeune opérateur sonar, seul face à un écran, devinant une menace invisible, avant même que quiconque d'autre ne l'aperçoive. Cette responsabilité silencieuse, ce poids d'être le premier à voir ce que personne ne veut voir, c'est peut-être ce qui rapproche le plus ce récit d'une expérience humaine universelle, celle de porter une alerte que l'on espère de toutes ses forces être fausse. À 3h24, le groupe aéronaval a cessé de se comporter comme une formation pour devenir un bouclier. Le Theodore Roosevelt maintenait toujours son cap dans le golfe d'Oman, mais autour de lui, les escorteurs ajustaient leur position par degrés, jamais par mille. C'était cela, la discipline. Pas de virage brusque, pas de panique visible, aucun geste qui aurait pu trahir aux sous-marins que les Américains tâtonnaient. Mais dans les centres de combat, plus personne ne tâtonnait. Le premier sous-marin iranien se rapprochait par l'ouest, lent et silencieux, utilisant l'ombre acoustique du porte-avions pour masquer son approche. Le deuxième manœuvrait vers l'arc arrière, là où un porte-avions est le plus vulnérable lors d'un virage forcé. Le troisième était descendu plus profond, se maintenant près de la limite de la couche thermique, presque comme s'il observait la réaction américaine avant de décider du moment d'engager. Ce n'était pas un mouvement aléatoire, c'était une pression coordonnée. Le plan iranien devenait clair. Pousser un sous-marin vers le flanc bâbord du porte-avions, forcer un escorteur à s'écarter pour investiguer, utiliser le second sous-marin pour menacer l'arc arrière, garder le troisième dissimulé comme le véritable danger, attendant une brèche dans l'anneau protecteur. Une vieille idée, mise à jour avec une patience moderne. Ne pas attaquer le porte-avions directement, attaquer la formation qui l'entoure. À 3h26, la passerelle du Roosevelt a reçu le point actualisé. Le commandant n'a pas ordonné de virage. L'amiral n'a pas libéré l'usage des armes. Le groupe de combat est resté calme, parce que le calme est une arme quand l'adversaire cherche justement à provoquer une réaction. Maintenir le cap, resserrer le dispositif anti-sous-marin, ne pas s'étirer. Sur le pont d'envol du premier destroyer, le Seahawk survolait bas les flots, feu de navigation atténué, équipage senseur déjà relié au réseau du groupe de combat. Sa mission était simple en théorie et brutale dans l'exécution. Placer des capteurs là où les navires ne pouvaient pas aller, larguer des bouées sonars devant les contacts et transformer l'océan noir en carte lisible.
La première bouée a touché l'eau à 3h27, puis la deuxième, puis la troisième. De petits éclaboussements disparaissant dans la nuit, mais sur les écrans, l'océan commençait à parler. Le troisième retour a capté une pulsation mécanique lente venant du contact ouest. Une rotation d'arbres, une pompe, un sous-marin s'efforçant très fort de ne pas ressembler à un sous-marin. La classification a changé. Sous-marin possible est devenu sous-marin probable, probablement hostile. À 3h29, le contact 2 a changé de cap. À peine 5 degrés, mais c'était suffisant. Le sous-marin qui suivait l'arrière avait réagi à l'ajustement du dispositif américain. Ce petit virage a révélé quelque chose d'important. Les Iraniens observaient la formation en temps réel. Ils ne dérivaient pas vers le danger, ils le choisissaient. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a averti sur le circuit. Il manœuvre hors de notre écran. Discipline, ne pas poursuivre. C'était le piège. Un chasseur de sous-marins veut se rapprocher. Un commandant de destroyer veut forcer la cible à fuir, à faire du bruit. Mais si un escorteur avait chargé vers le contact 2, un espace se serait ouvert près du porte-avions. Si un autre s'était dirigé vers le contact 1, le troisième sous-marin aurait pu trouver un couloir. Alors les Américains ont fait quelque chose de plus dangereux pour le plan iranien. Ils ont refusé de se laisser disperser. À 3h30, le Seahawk a largué une nouvelle ligne de bouée devant le contact 2, formant une barrière, et non une poursuite, un mur de dispositifs d'écoute sur le trajet probable du sous-marin. Puis le contact 3 a disparu. Pas affaibli, pas estompé, disparu. Dans le centre de combat, toutes les têtes se sont relevées. Le sous-marin le plus profond avait glissé sous la couche thermique, utilisant le changement de température de l'eau pour dévier le son loin des capteurs américains. Pendant quelques secondes, l'écran n'a montré plus que 2 menaces. C'est à ce moment que la pièce s'est refroidie, car le sous-marin manquant n'était pas le moins dangereux. C'était celui qui se tenait en retrait, celui qui n'avait pas révélé tout son mouvement, celui positionné comme une lame derrière les 2 autres. Le commandant anti-sous-marin a ordonné l'autorisation de recherche active sur le champ de bouée sud, sans délai, sans débat. L'écoute passive avait fait son travail. Il fallait maintenant forcer le bateau caché à répondre. À 3h31, la première impulsion active a pénétré l'eau. Un ping. Le son a traversé l'obscurité, franchi la couche, balayé le vide noir et est revenu vers les récepteurs en attente. Le retour était fragmenté, mais bien réel. Le contact 3 était toujours là, plus profond qu'avant, plus proche qu'avant, et désormais orienté vers la trajectoire projetée du Roosevelt. Avant que quiconque ne puisse parler, un autre son a traversé le flux sonar, bref, métallique, mécanique. L'opérateur s'est figé une demi-seconde, puis a marqué l'enregistrement et l'a fait remonter immédiatement dans la chaîne de commandement. C'était le genre de son que toute équipe anti-sous-marine est entraînée à reconnaître. Une porte, un tube, un système d'armes en préparation d'ouverture. Le rapport a atteint le circuit quelques secondes plus tard. Transitoire possible de tube lance-torpille, contact sud. Je répète, transitoire possible de tube lance-torpille. À 3h33, ce message a traversé le réseau du groupe de combat comme une lame dans l'air froid. Aucun flash à l'horizon, aucune explosion, aucun ennemi visible, seulement de l'eau noire, des lumières rouges de pont et un porte-avions continuant d'avancer dans le golfe d'Oman, tandis que quelque chose sous la surface avait peut-être déjà franchi la ligne entre la surveillance et l'attaque. Sur l'écran tactique, la mise à jour est tombée. Contact sud, relèvement 168 degrés, distance en diminution, préparation d'armes possible. L'amiral n'a pas élevé la voix. Confirmer la piste, déployer les contre-mesures, amener le porte-avions à 5 degrés sur tribord, maintenir la vitesse. Un ordre chirurgical. Un virage de 5 degrés ne paraît pas spectaculaire de l'extérieur. Sur un navire de la taille du Theodore Roosevelt, il est presque imperceptible. Mais en lutte anti-sous-marine, 5 degrés peuvent tout changer. Cela peut compliquer une solution de tir, forcer un sous-marin à recalculer, transformer un tir propre en un problème. Sur le destroyer d'escorte à bâbord, l'équipe de défense anti-torpille était déjà à l'œuvre.
Le système de leurre remorqué a été déployé derrière le navire, projetant du bruit dans l'eau, imitant une cible plus grande, plus attirante. Il ne s'agissait pas d'impressionner, mais de mentir de façon convaincante à l'autodirecteur d'une torpille. Si quelque chose avait été tiré, le leurre devait être plus bruyant que le porte-avions, plus menaçant que le porte-avions, plus crédible que le porte-avions. À 3h34, le premier Seahawk est descendu plus bas au-dessus de l'eau noire, en vol stationnaire juste au-dessus des vagues, le souffle des pales traçant des motifs blancs sur la surface. À l'intérieur, l'opérateur senseur a repéré le point de largage suivant. Une bouée active est tombée et s'est activée quelques secondes plus tard. Ping! Le son a plongé dans l'eau, heurté la couche thermique, dévié, dispersé, puis revenu en fragments. Le troisième retour a livré quelque chose de réel, un objet en mouvement à profondeur moyenne, ni un leurre, ni une créature marine, un sous-marin. Le commandant anti-sous-marin a observé le contact sud se préciser à l'écran. La classification a de nouveau évolué. Sous-marin hostile probable. Le porte-avions a ajusté sa route de 2 degrés supplémentaires. Toujours pas de panique, toujours pas d'ouverture du feu. Mais le groupe de combat avait complètement changé de posture. Le Roosevelt n'était plus seulement protégé par des navires. Il était protégé par une machine à plusieurs couches. Destroyers en surface, hélicoptères dans les airs, antennes sonars dans l'eau et un réseau invisible de données les reliant plus vite qu'aucune voix humaine ne pourrait le faire. Puis l'opérateur sonar a capté un second son, rapide, linéaire, s'éloignant du contact sud. Pendant 2 secondes, chaque homme de la salle sonar s'est penché sur l'audio. Cela aurait pu être un leurre, cela aurait pu être une arme. La différence comptait plus que tout au monde à cet instant. Objet possible dans l'eau, relèvement changeant, vitesse en augmentation. Le commandant anti-sous-marin a tranché, traité comme torpille possible, exécuté le plan d'évitement. Le destroyer le plus proche a viré durement, projetant des embruns depuis son étrave, coupant à travers l'axe de la menace, se plaçant entre la trajectoire suspectée de l'arme et la route projetée du porte-avions. Son propre leurre hurlait dans l'eau derrière lui. Ce mouvement était délibéré et dangereux. Un destroyer est construit pour prendre ce risque, un porte-avions non. Sur le pont d'envol du Roosevelt, les équipes se sont baissées quand l'angle du pont a légèrement changé sous leurs bottes. Les chaînes se sont tendues autour des pneus des appareils. Les équipes d'armement se sont figées jusqu'à ce que le mouvement se stabilise. Personne n'avait besoin d'explication. Chacun savait ce qui se passait. Quelque chose sous la surface venait de forcer tout le groupe de combat à bouger. On peut légitimement se demander ce que ressent un équipage de destroyer au moment de se placer volontairement entre une torpille possible et le navire qu'il protège. Est-ce du courage, du devoir, ou simplement le prix accepté d'un métier choisi? Chacun aurait sans doute une réponse différente, et c'est peut-être justement là que réside la part la plus humaine de ce genre d'histoire. À 3h36, la trajectoire de la torpille possible s'est infléchie, s'éloignant. Le leurre fonctionnait, ou le contact n'avait jamais été une véritable torpille. Cette incertitude n'a rassuré personne. La marine ne survit pas en supposant le meilleur scénario. Elle survit en se préparant au pire et en le déjouant avant qu'il n'arrive. Le Seahawk a immergé son sonar trempé, le câble filant dans l'obscurité, l'appareil maintenant un vol stationnaire stable malgré le vent, les embruns et les vibrations du rotor. Puis est venue l'impulsion active. Ping! Le retour a frappé fort. Le sous-marin sud avait changé de profondeur et viré vers l'est, tentant de se glisser sous l'ombre acoustique du sillage du porte-avions. Une manœuvre habile, trop habile pour être ignorée. L'opérateur senseur l'a suivi sur 2 impulsions supplémentaires. Le contact manœuvre, vitesse en augmentation, évasion probable. C'est à ce moment que l'embuscade a commencé à se retourner. Jusque-là, les Iraniens avaient choisi les angles. Ils avaient été patients, silencieux, coordonnés. Mais désormais, l'un d'eux réagissait. Et quand un sous-marin réagit, il fait des choix. Quand il fait des choix, il fait du bruit. Quand il fait du bruit, la marine américaine commence à construire une empreinte. À 3h38,
l'avion de patrouille maritime P-8 Poséidon est arrivé haut dans le ciel. Personne en surface ne pouvait le voir dans l'obscurité, mais sa présence a changé toute la traque. L'appareil a commencé à poser un champ de bouées sonar devant le mouvement iranien, encadrant le sous-marin par le haut pendant que les destroyers resserraient par les côtés. Chaque bouée devenait une oreille supplémentaire, chaque retour une ligne de plus. Chaque ligne réduisait l'espace d'eau disponible. Le deuxième sous-marin iranien a réagi en libérant un leurre. Une signature artificielle, forte et nette, s'est épanouie au nord-ouest du groupe, manifestement conçue pour attirer un escorteur hors de position. Le commandant anti-sous-marin n'a pas mordu à l'hameçon. Maintenir le dispositif, classifier et ignorer le leurre. La formation américaine a tenu bon. Cette discipline faisait toute la différence entre survivre à une embuscade et s'y enfoncer davantage. À 3h40, la voix de l'amiral est passée sur le circuit. Autoriser la prosécution active. Les mots étaient calmes, le sens ne l'était pas. À partir de cette seconde, la marine américaine ne se contentait plus de défendre le porte-avions. Elle traquait les sous-marins qui avaient tenté de le pister. Le Seahawk a viré vers le sud, son sonar toujours immergé. Le destroyer a orienté son étrave vers le contact. Le P-8 a élargi son champ de bouée. Et quelque part sous le golfe d'Oman, un sous-marin iranien entré dans la nuit en prédateur entendait désormais l'océan se remplir de sonars américains. Ping, ping, ping. L'embuscade n'était pas terminée, mais les chasseurs n'en avaient plus le contrôle. La mer qui avait dissimulé les sous-marins iraniens se retournait maintenant contre eux. À 3h41, le golfe d'Oman n'était plus une simple étendue d'eau vide sur un écran. C'était devenu une grille. Chaque bouée, chaque hélicoptère, chaque antenne remorquée, chaque retour passif alimentait la même image tactique. Le Theodore Roosevelt en restait le centre, toujours en mouvement, toujours protégé, refusant toujours d'offrir à l'embuscade la réaction qu'elle cherchait à provoquer. En surface, le premier Seahawk maintenait un vol stationnaire bas au sud du groupe, son sonar trempé suspendu sous les vagues. Le second Seahawk était déjà en l'air, décollé du pont d'un destroyer, cabine faiblement éclairée, équipage entièrement absorbé par la traque. Bien plus haut, le P-8 Poséidon élargissait encore son champ de recherche, larguant des bouées selon un schéma formant une boîte autour du contact sud. Sous la surface, le premier sous-marin iranien a commis son erreur. Il a accéléré. Pas beaucoup, juste assez pour que cela compte. Un sous-marin discret survit en restant lent, discipliné, en laissant la mer faire le travail de dissimulation. Mais sous la pression du sonar actif, avec un hélicoptère au-dessus de lui et un champ de bouées devant lui, l'équipage a dû choisir entre le silence et l'évasion hors de la boîte. Ils ont choisi le mouvement. Les équipes sonars l'ont entendu instantanément. Une rotation d'arbres plus forte, une tonalité mécanique plus nette, un début de cavitation autour de l'hélice. Dans le centre de combat du destroyer, le contact s'est précisé. Contact 1, vitesse en augmentation, indice de confiance en hausse. Le commandant anti-sous-marin n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Le sous-marin venait de leur livrer le premier fragment de son empreinte. Chaque sous-marin possède un son. Pas un son unique, mais une collection de petites habitudes mécaniques, pompes, valves, moteurs, roulements, la façon dont son hélice mord l'eau à certaines vitesses, la façon dont sa machinerie vibre à travers la coque. Pour la plupart des gens, ce n'est que du bruit. Pour une équipe sonar entraînée, c'est une identité. Le contact 1 n'était plus un simple relèvement. Il devenait un dossier. À 3h43, le contact 2 a tenté de brouiller l'image. Un leurre acoustique puissant s'est épanoui au nord-ouest de la formation, soudain plus brillant que tout le reste dans l'eau. Pour un opérateur inexpérimenté, cela aurait pu ressembler à une fuite précipitée. Pour la marine américaine, cela ressemblait exactement à ce que c'était. Trop propre, trop fort, trop parfait, une fausse cible. L'heure classifiée, maintenir la piste sur le contact réel. Le destroyer ne l'a pas poursuivi. Le porte-avions ne s'est pas détourné vers lui. Le dispositif ne s'est pas ouvert. C'est à ce moment que le plan iranien a commencé à perdre sa structure. Leur tactique dépendait du mouvement. Attirer un escorteur,
forcer un autre à couvrir la brèche, contraindre le porte-avions à s'ajuster, créer de la confusion, créer un couloir de tir. Mais les Américains ont gardé la formation intacte. Ils ont utilisé leurs capteurs plutôt que la panique. Le second Seahawk a traversé la trajectoire projetée du Roosevelt et a largué une nouvelle ligne de bouée entre le contact 2 et l'arc arrière du porte-avions. Les éclaboussements étaient minuscules, presque invisibles sous le ciel nocturne, mais l'effet a été immédiat. Le sous-marin disposait désormais de moins d'options silencieuses. Il pouvait aller plus profond, plus lentement ou plus bruyamment. Aucun de ces choix n'était bon. À 3h45, le contact 3 est réapparu, le sous-marin le plus profond, celui qui avait disparu sous la couche thermique. Le retour était faible d'abord, puis de plus en plus net à mesure que le champ de bouée du P-8 captait des fragments de son mouvement. Il était plus à l'est qu'attendu, légèrement en avance sur la trajectoire du porte-avions. Cela confirmait ce que l'équipe anti-sous-marine soupçonnait depuis le début. Le contact 3 ne se cachait pas pour fuir, il se cachait pour attendre. Il était positionné comme la pièce finale de l'embuscade, le sous-marin destiné à exploiter l'ouverture si les escorteurs étaient attirés ailleurs. Mais il n'y avait plus d'ouverture. L'anneau protecteur du Roosevelt avait tenu, et le bateau caché se retrouvait pris en étau, par-dessus, par derrière et des deux côtés. C'est alors que le sous-marin d'attaque américain, jusque-là invisible, est entré dans la partie. Il ne s'est pas annoncé, n'a rien transmis, n'a jamais utilisé son sonar actif pour que tout l'océan l'entende. Quelque part sous la formation, un sous-marin de chasse américain qui suivait discrètement la scène depuis le début a commencé à transmettre ses données de pistage passif par canaux sécurisés. Pour les Iraniens, la mer derrière eux paraissait toujours vide. Pour les Américains, le contact 3 avait soudain une ombre. Nouvelle corrélation passive, contact 3 confirmé, solution de poursuite en amélioration. Cela a tout changé. Le sous-marin iranien se croyait la lame cachée. En réalité, il était observé par l'arrière par quelque chose de plus silencieux, de plus rapide et de bien plus dangereux que tout ce qu'il avait anticipé. À 3h48, le premier signal d'avertissement a pénétré l'eau. Pas une arme, pas une explosion. Une impulsion sonare active contrôlée, envoyée par le destroyer, calculée et dirigée, sans équivoque pour tout équipage de sous-marins entraînés. Elle disait exactement une chose au commandant iranien. « Vous avez été repéré. » Le contact a viré le premier. Un lent changement de relèvement vers le sud-ouest. Pas encore une retraite, pas officiellement, mais suffisamment pour que le tracé américain montre une séparation nette avec la route du porte-avions. Le contact 2 a tenu 1 minute de plus, puis a ralenti et s'est écarté de l'arc arrière, son leurre continuant de hurler inutilement dans la mauvaise direction, tandis que le véritable sous-marin s'éloignait silencieusement de la zone de pression. Seul le contact 3 est resté sur sa trajectoire. À 3h52, il a accéléré brusquement. Pendant 10 secondes, toute l'image tactique s'est de nouveau resserrée. Contact 3, vitesse en augmentation, nouvelle route croisant la trajectoire projetée du porte-avions. Le destroyer le plus proche du flanc tribord a changé de cap. Le Seahawk a viré vers le sud. Le P-8 a largué une bouée supplémentaire. Le sous-marin américain suivant le contact 3 s'est ajusté en silence, maintenant sa position de filature. Dans le centre de direction du Roosevelt, l'amiral regardait la distance diminuer. 18 000 nautiques, 17. L'autorisation d'ouvrir le feu restait verrouillée par retenue, mais chaque système du groupe de combat était prêt. Les destroyers avaient le contact, les hélicoptères avaient marqué l'eau, le P-8 avait refermé la boîte, le sous-marin américain tenait la filature. Un mouvement agressif de plus de la part du sous-marin iranien et le golfe d'Oman cesserait d'être une confrontation silencieuse pour devenir une zone de destruction. À 3h54, le contact 3 a changé de cap, lentement d'abord, puis de façon décisive. Son étrave s'est détournée de la trajectoire projetée du porte-avions. Sa vitesse est retombée dans un régime plus discret. La ligne sonar s'est infléchie vers le sud. Le vecteur de menace s'est rompu sur l'écran de combat. Personne n'a exulté. Les équipes de veille ont continué de suivre.
Les hélicoptères ont continué d'écouter. Les destroyers ont maintenu leurs dispositifs serrés. Car en lutte anti-sous-marine, on ne célèbre jamais tant que l'adversaire conserve de l'air dans ses réservoirs et des armes dans ses tubes. Mais la vérité était déjà claire. 3 sous-marins iraniens étaient entrés dans l'obscurité pour tenter d'encercler un porte-avions américain. Désormais, tous 3 s'en éloignaient. Ils n'avaient pas été détruits. Ils n'avaient jamais été autorisés à s'approcher suffisamment pour que cela compte. Ils avaient été repérés, classifiés, encerclés et contraints d'accepter la réalité que redoute le plus tout commandant de sous-marin. Ils n'étaient plus invisibles. À 4h06, le Theodore Roosevelt tenait toujours son cap. C'est cela que les sous-marins iraniens n'avaient pas réussi à changer. Le porte-avions ne s'était pas arrêté, n'avait pas fait demi-tour, n'avait ni rompu sa formation ni cédé les eaux qui l'entouraient à la peur. Ses escorteurs restaient serrés, ses hélicoptères restaient en vol, et son centre d'information de combat restait figé sur une image tactique passée du danger au contrôle. 3 sous-marins iraniens étaient entrés dans la nuit avec l'intention d'encercler un porte-avions américain. Désormais, tous 3 s'éloignaient. Pas vite, pas ouvertement, pas d'une manière qu'on aurait pu qualifier de panique, mais ils s'éloignaient. Le contact 1 a été le premier à rompre nettement l'engagement, sa trajectoire s'infléchissant vers le sud-ouest, sa vitesse réduite, sa profondeur changeant lentement, tandis qu'il tentait de se fondre à nouveau dans le bruit naturel du golfe d'Oman. Il avait été le plus agressif au départ, celui qui avait tenté de faire pression sur l'approche bâbord du porte-avions. Désormais, sa signature mécanique était enregistrée, le rythme de son hélice capturé, son comportement d'évasion consigné. Pour l'équipage iranien, cela ressemblait peut-être à une survie. Pour la marine américaine, c'était une donnée. Le contact 2 a suivi quelques minutes plus tard, s'estompant vers les eaux profondes après l'échec de son leurre à attirer les destroyers américains hors de position. Cet échec avait son importance. Il révélait exactement comment l'équipage iranien s'attendait à voir réagir une formation américaine. Ils avaient compté sur le mouvement, sur la surréaction, sur un escorteur poursuivant du bruit pendant qu'un autre laisserait une brèche s'ouvrir près de l'arrière du Roosevelt. Cette brèche ne s'est jamais ouverte. Le dispositif a tenu. Le porte-avions a continué d'avancer. Le contact 3 est resté le plus problématique, le bateau le plus profond, le plus patient, celui qui avait foncé vers la trajectoire projetée du porte-avions à 3h52 avant de virer au tout dernier moment possible. Même alors, il ne s'est pas retiré complètement. Il a dérivé vers le sud par petits incréments, restant silencieux, gardant sa profondeur, testant si les Américains allaient se relâcher. Ils ne l'ont pas fait. En surface, le premier Seahawk maintenait son orbite, le souffle de ses pales traçant des rayures argentées sur l'eau, sous les premières lueurs grises de l'aube. Son sonar trempé restait prêt. Un second Seahawk s'était déplacé plus à l'est, gardant la trajectoire projetée du porte-avions. Bien plus haut, le P-8 Poséidon continuait de tourner, son champ de bouée s'étendant sur la mer comme une clôture invisible. Chaque bouée écoutait encore. Chaque destroyer suivait encore. Chaque officier de veille restait encore éveillé. Dans le centre de direction du Theodore Roosevelt, l'amiral se tenait devant l'écran principal et observait le contact sud s'éloigner peu à peu de la trajectoire du porte-avions. Autour de lui, la salle travaillait sans triomphalisme. Les officiers radars surveillaient l'image aérienne. Les coordinateurs sonars mettaient à jour l'historique des contacts. Les spécialistes du renseignement notaient les eurodatages. Les équipes de transmission maintenaient le circuit propre. Il n'y a eu aucun discours de victoire, seulement de la procédure. C'est ainsi qu'un groupe aéronaval survit. À 4h12, le sous-marin d'attaque américain qui suivait le contact 3 a transmis une dernière corrélation passive. Le bateau iranien avait réduit sa vitesse et changé de relèvement, plus au sud encore. Son vecteur de menace était rompu. Sa géométrie ne permettait plus d'attaque. Son opportunité avait disparu. L'amiral a donné un seul ordre, maintenir la piste jusqu'à confirmation de la séparation. La traque ne s'est pas arrêtée parce que l'ennemi avait fait demi-tour. Elle s'est arrêtée seulement quand l'ennemi a cessé de représenter un danger. Sur le pont d'envol, le Roosevelt a repris son rythme habituel.
Les équipes de direction des appareils ont remis les avions en position. Les marins ont vérifié les arrimages. Les équipes d'armement ont repris leur travail avec la même précision maîtrisée qu'elles avaient maintenue durant toute la menace. Un chasseur Super Hornet attendait près de la catapulte, verrière fermée, pilote en attente, réacteur respirant sous les lumières du pont. Le lever du soleil approchait désormais. L'eau noire du golfe d'Oman virait au gris acier. Le sillage du porte-avions s'étirait derrière lui comme une longue cicatrice sur la mer. De loin, cela aurait pu ressembler à un matin ordinaire en mer. Ce n'en était pas un. Pendant près d'une heure, 3 sous-marins avaient tenté de construire une zone de destruction autour d'un porte-avions américain. Ils avaient utilisé l'obscurité, la profondeur, le silence, les couches thermiques, les leurres et la patience. Ils avaient testé la formation sous différents angles, tenté d'attirer les escorteurs hors de position et pousser un contact suffisamment près pour forcer tout le groupe de combat en posture anti-sous-marine complète. Et pourtant, le Roosevelt n'avait pas été touché. Aucune torpille n'avait frappé sa coque. Aucun escorteur n'avait été arraché au dispositif. Aucune panique ne s'était propagée dans la formation. Aucun sous-marin iranien n'avait atteint la position dont il avait besoin. C'est cela, la différence entre une menace et un résultat. On peut légitimement s'interroger sur ce que ressentent les commandants de part et d'autre dans ce genre de confrontation silencieuse, où tout se joue à quelques degrés de cap et quelques secondes d'écoute sonar, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Est-ce une victoire pour l'un, un échec pour l'autre, ou simplement la démonstration que dans ces eaux disputées, la patience et la discipline comptent davantage que l'audace? Chacun jugera sans doute différemment selon son regard sur cette rivalité qui dure depuis des décennies entre ces deux puissances. À 4h20, le premier résumé complet des contacts a circulé sur le réseau sécurisé. Il listait les relèvements, les changements de vitesse, les estimations de profondeur, les indices de classe suspectés, le comportement des leurres et l'éventuelle activité des tubes lance-torpilles. Le document paraissait sec, clinique, presque ennuyeux. Mais dans ces lignes se trouvait la véritable victoire. Les États-Unis avaient recueilli les empreintes acoustiques des 3 sous-marins. Comment ils se déplaçaient sous pression? Comment ils se dissimulaient sous la couche thermique? Comment ils déployaient leurs leurres? Comment ils avaient coordonné leur approche avant que la formation ne se resserre? À quelle vitesse ils s'étaient retirés une fois repérés par le sonar actif? L'Iran avait cherché à obtenir un avantage tactique. Il avait au contraire dévoilé tout son répertoire sous-marin. C'est la part de la guerre navale que la plupart des gens ne voient jamais. Un tir de missile attire l'attention. Une explosion fait les gros titres. Mais c'est la collecte silencieuse du comportement ennemi qui façonne le prochain affrontement avant même qu'il ne commence. Chaque son enregistré ce matin-là serait étudié, catalogué, comparé, archivé. La prochaine fois qu'une signature similaire apparaîtrait sous l'eau, la marine américaine la reconnaîtrait plus vite, peut-être quelques minutes plus tôt, peut-être quelques secondes seulement. Et dans ce métier, les secondes décident de tout. À 4h31, le contact 1 s'était éloigné au-delà de la zone de menace immédiate. Le contact 2 s'estompait vers le nord-ouest sous surveillance passive. Le contact 3 restait suivi, toujours observé, toujours encerclé à distance par le sous-marin américain qui ne s'était jamais révélé aux Iraniens. La formation du Roosevelt s'est légèrement relâchée par degrés, non pas détendue, simplement réinitialisée. Le porte-avions restait prêt à lancer ses appareils. Les destroyers restaient en posture anti-sous-marine. Les hélicoptères restaient sur cycle. Le P-8 a maintenu son schéma jusqu'à l'ordre de quitter la station. Le message était simple et sans équivoque. Vous pouvez approcher, vous pouvez tester, vous pouvez vous dissimuler sous la surface, mais vous ne pouvez pas présumer que la marine américaine est aveugle. À 4h45, le soleil s'est levé net à l'horizon. La lumière s'est répandue sur le pont d'envol, effleurant les ailes repliées des Super Hornet, l'acier humide des catapultes et les visages des marins qui venaient de passer la dernière heure au cœur d'un affrontement dont la plus grande partie du monde n'entendrait jamais parler. Le Theodore Roosevelt a continué d'avancer. C'était là,
La réponse. Pas un discours venu de Washington, pas un avertissement tiré dans la mer, pas une déclaration publique de victoire, simplement un porte-avions américain de 100 000 tonnes traversant des eaux disputées après que 3 sous-marins hostiles avaient tenté de l'arrêter et avaient échoué. Les sous-marins iraniens étaient venus chercher une embuscade. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un groupe aéronaval déjà en éveil dans l'obscurité. Et quand le soleil s'est levé sur le golfe d'Oman, la marine américaine était toujours là, stable, silencieuse et maîtresse de la situation.